je vais commencer par quelques précautions. Ça déminera un certain nombre de sujets par la suite. La première chose, c'est que je trouve que c'est important de savoir d'où on parle et d'où on ne parle pas. Et je vais tout de suite être franc, je ne parle pas de la place d'un médecin, je ne parle pas de la place d'un prescripteur, je ne parle pas de la place de quelqu'un qui est amené au quotidien à annoncer des choses difficiles à des patients, je ne parle pas de la place de quelqu'un qui est amené dans sa pratique quotidienne à faire ce que vous faites. Donc, mon regard, ce que je vais vous dire, c'est de la place de quelqu'un qui est extérieur, ce qui me donne souvent le beau rôle, parce que moi j'arrive après, je ne suis pas mouillé dedans toute la journée. Quand je rentre le soir chez moi, je n'ai pas à repenser à toutes ces décisions difficiles. Donc, tout ce que je vous le dis de l'extérieur. Première chose. La deuxième chose, c'est que tout ce que je vais vous présenter, ça repose sur des données rétrospectives. On regarde des patients qui sont décédés et ensuite, on fait ce que vous ne pouvez pas faire. On voyage dans le temps en arrière pour savoir ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé le décès. Là encore, je m'en tire bien. Parce que moi, je sais comment l'histoire s'est terminée, et donc je sais que la chimiothérapie ou les différents traitements, ils sont intervenus pendant le dernier mois de vie. Ce que les oncologues ou les spécialistes d'organes qui prescrivent les traitements, par définition, ne savent pas. Donc, encore une fois, je suis modeste, ce que je vous présente, ça va peut-être paraître un peu critique, ça va peut-être paraître, en tout cas, poser un certain nombre de questions, mais j'ai le beau rôle dans cette histoire-là. Parce que moi, je sais ce qui s'est passé et je sais comment ça s'est passé. Et puis la dernière chose, c'est que vous allez voir, on va comparer des catégories d'établissements, des catégories de patients, des localisations du moral. Ça ne veut pas dire que je pointe certains établissements plutôt que d'autres, des régions plutôt que d'autres. Tout ça, c'est simplement dresser un état des lieux. Je n'ai pas de message caché derrière la tête. Si j'ai un message, je vous le dirai franchement. Donc si jamais vous voyez apparaître des chiffres, des graphiques, vous vous dites quand même il est un peu gonflé de présenter ça comme ça parce qu'on passe pour qui, c'est pas la visée. Vous avez le droit de réagir, on aura beaucoup de place pour les questions ensuite, vous avez le droit de venir ensuite m'engueuler parce que vous trouvez que quand même c'est pas juste, ça c'est ok, mais sachez que c'est pas la visée d'une étude comme celle-là. Moi je suis un épidémiologiste, je suis quelqu'un d'assez simple dans son fonctionnement, on regarde ce qui s'est passé puis ensuite on en témoigne. Si on peut dire que tu es assez simple. Merci. Non, je dis, n'a pas besoin d'être hors micro. Le point de départ de tout ce travail, c'est le constat, je vais mettre un chronomètre, sinon je vais me faire dépasser en même temps. C'est le constat qu'avec l'évolution des traitements, mais aussi avec l'évolution des techniques de dépistage et de diagnostic précoce, on a une augmentation considérable de la survie avec le cancer. Je ne vais pas en faire des caisses, c'est des choses que vous savez bien. Un graphique, c'est aux États-Unis, on a des courbes comparables en Europe. Voilà l'évolution de la survie à 5 ans au moment du diagnostic de métastase à distance. On va pas regarder dans le détail, mais ça monte, et ça monte pour toutes les localisations tumorales, et ça n'a pas fini de monter. Ça, je l'ai dit, c'est en partie lié au développement depuis le début des années 80, et ça s'est accéléré depuis le début des années 2000 avec l'immunothérapie, le développement d'un arsenal thérapeutique qui est entièrement consacré à la prolongation de la survie chez des patients dont la maladie est avancée. Et c'est un fait qui est relativement nouveau. On a compté sur le site internet de la FDA et de l'EMA, qui est donc l'Agence européenne du médicament. Il y a plus de 283 molécules nouvelles qui ont été mises sur le marché dans le champ du cancer depuis 1980. Je parle de molécules nouvelles. L'un des grands exemples de ça, l'exemple récent, c'est celui du mélanome, et en particulier du mélanome métastatique, pour lequel on n'avait pas grand-chose dans la boîte à outils, en tout cas pas grand-chose de réellement efficace, et ça a changé. La dernière innovation en date qui modifie complètement la manière dont on pense le combat contre le mélanome métastatique, c'est le Keytruda, le pembrolizumab, avec plusieurs études qui montrent des choses qu'on n'aurait pas espérées il y a 5 ou 10 ans. C'est Caroline Robert à l'IGR qui est un peu à la pointe de ça, une augmentation de la survie médiane au-delà de 12 mois. C'est-à-dire qu'un jour, les patients décèdent, et un an plus tard, on a gagné 12 mois de médiane de survie. Et ça, c'est un constat réel. Et c'est nouveau parce que depuis 30 ans, on n'avait fait que des bons de quelques semaines, quelques mois, et d'un coup, avec ce nouveau produit, avec ces nouveaux produits, on fait un bond considérable.
à tel point que la HAS britannique, qui s'appelle le NICE, précise dans ses dernières recos que le pembrolizumab remplit tous les critères pour être considéré comme un traitement de fin de vie destiné à prolonger la survie. Et évidemment, c'est un exemple, je vous mets ça parce que je trouve que c'est un bon résumé, ce genre de produit, ce type de situation qu'on va connaître de plus en plus, ça pose la question de comment on fait la balance, l'équilibre entre d'un côté permettre l'accès à des produits, à des molécules qui changent la donne, qui clairement sont un progrès thérapeutique pour les patients, et en même temps, comment on évite que les patients vivent juste assez longtemps pour se prendre tous les effets adverses, mais pas suffisamment longtemps pour bénéficier des molécules. Et donc c'est cette espèce d'équilibre, c'est un petit peu l'arlésienne, c'est un équilibre qu'on ne trouvera pas. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de s'en rapprocher. Comment garantir l'accès à l'innovation thérapeutique et en même temps ne pas être dans l'espèce de mythe de Prométhée où on est constamment à essayer de résoudre les problèmes créés par le progrès précédent. Le premier à avoir posé la question de manière systémique, c'est un chercheur canadien, Craig Earle. Si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller sur le JCO. Il est facile à trouver cet article, il est en accès libre. Il pose vraiment la question de est-ce que l'agressivité, l'intensité des traitements anticancéreux en fin de vie, est-ce qu'au fond, ce n'est pas simplement une question de qualité des soins? Je synthétise là, mais vraiment, si vous pouvez aller lire cet article, c'est très court, ça fait 4 pages, et il pose très bien la question. Et il répond oui. La question de l'accès à l'innovation thérapeutique et des conséquences de cet accès à l'innovation thérapeutique qui fait que les gens reçoivent des traitements de plus en plus proches de la mort, c'est une question de qualité des soins. Et il faut le voir comme ça. Et donc, il faut essayer de de faire un pas de recul, si j'ose dire, ou un pas de côté, pour dire ok, 12 mois de survie supplémentaire, ou 3 mois, ou 6 semaines, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on gagnerait, ou qu'est-ce qu'on ne gagne pas, parce qu'on met en place le traitement. Ce que l'on sait avec les travaux qui ont été publiés ces 15 dernières années, principalement en Amérique du Nord, c'est qu'en moyenne, vous pouvez compter sur un chiffre de 20% de patients avec un cancer en phase avancée qui reçoivent de la chimiothérapie dans leur dernier mois de vie. Ça fait 1 sur 5. Ça varie un petit peu, mais c'est la moyenne qu'on retrouve souvent. Et ça pose une question de fond, parce qu'au dernier mois de vie, on est quand même dans la toute fin de vie, entre guillemets, ou en tout cas on est très proche du décès, et les études menées par Oliver et Johnson montrent que non seulement la chimiothérapie en phase très avancée du cancer est délétère pour la qualité de vie et éventuellement pour la survie des malades qui commençaient avec un score de performance qui n'était pas, mais même chez ceux qui ont un EPS qui est élevé, la chimiothérapie est même davantage délétère. C'est-à-dire que la baisse de qualité de vie induite par l'utilisation, la surutilisation de traitements anticancéreux toxiques, c'est presque plus délétère chez les patients qui allaient plutôt bien que chez ceux qui allaient plutôt mal. Alors que toutes les recos nous disent la chimiothérapie dans la phase avancée métastatique, c'est plutôt pour les patients qui vont pas trop mal. Oliver Richardson dit c'est pas ce qu'on observe. En Europe, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a ces 4 personnes qui ont publié des petites études monocentriques qui globalement vont dans le sens des résultats américains, mais à chaque fois, voilà, c'est un service, un hôpital, un département. En France, pas grand-chose. À Besançon, en 2009, il y a eu une étude monocentrique sur les patients décédés au CHU, 2 ou 3 études monocentriques comme ça en région parisienne, mais c'est à peu près tout. On ne sait rien, mais il y a une hypothèse. Cette hypothèse, c'est qu'on observe une espèce de schéma qui se répète souvent d'un pays à l'autre. Les pays qui médicalisent et qui hospitalisent le plus la fin de vie sont aussi les pays dans lesquels on retrouve le plus de traitements agressifs en toute fin de vie. Or, en France, la France est le pays d'Europe, on n'est pas numéro 2, pas numéro 3, on est les champions pour le coup, et on n'a pas à en être fiers, du taux de patients atteints d'un cancer qui décèdent à l'hôpital. On est le pays d'Europe qui hospitalise le plus les patients qui meurent d'un cancer. Donc l'hypothèse, c'est que si le schéma est vrai, on devrait aussi être un pays, disons, qui ne se situe pas dans la queue de peloton quand il s'agit de regarder la chimiothérapie dans les derniers mois. Les méthodes. On va faire vite. Tout ce que je vais vous dire, ça a été publié maintenant. Vous aurez mon adresse mail à la fin. Vous pouvez ou bien regarder sur Internet ou bien m'envoyer un mail et je vous envoie les PDF sans problème. Donc, ne prenez pas trop de notes. Tout est déjà rédigé et je vous envoie ça avec plaisir. Puis si vous avez des questions, vous pourrez aussi les poser après.
Pour faire simple, c'est une étude en population totale. Donc on a toute la France métropolitaine. Ça inclut la Corse, pour ceux qui me posent la question. Qui est une île contrairement à la Guyane, et qui repose sur les données du PMSI, donc c'est le système national, le système d'information de tous les hôpitaux et cliniques de France, avec un intérêt de ce PMSI, c'est que désormais il est bien chaîné. Chaîné, ça veut dire que lorsque vous identifiez un patient qui vient pour un épisode à l'hôpital, vous pouvez tout reconstruire après. Vous pouvez savoir que ce patient-là, il était déjà là il y a un mois, il était déjà là il y a 3 mois, il était déjà là il y a 10 ans. Ça marche en MCO, en SSR, en HAD et en psychiatrie. Mais ça ne marche pas à domicile. Et donc, ça veut dire que dans cette étude ne sont inclus que les patients qui sont morts à l'hôpital. C'est important ce que je dis parce que les résultats que je vais montrer ne sont probablement pas tout à fait représentatifs de l'ensemble des patients qui sont morts d'un cancer. Ce sont les patients qui sont morts d'un cancer à l'hôpital. Vous allez voir pourquoi c'est important après. Et on a pris les patients adultes, pour des raisons, la CNIL nous a obligés à avoir des patients adultes parce que la difficulté de la population pédiatrique, c'est qu'ils sont tellement peu nombreux qu'on peut assez facilement identifier qui est qui. Et on a pris une période de 4 ans, 2010, 2011, 2012, 2013. Donc ce sont des données qui sont récentes. Ce que je vous montre ne date pas d'il y a 15 ans, quoi. Mais ce que je vous montre, ça s'arrête en 2013, ça veut dire que tous les progrès fulgurants d'immunothérapie, des inhibiteurs de la tyrosine kinase, on est juste avant. En tout cas, on est juste avant leur utilisation massive. Et donc, on couvre les 2683 hôpitaux et cliniques de France. L'objectif, c'est donc de reconstruire l'historique de ces patients sur les 3 derniers mois de vie. Les 3 derniers mois de vie, ça veut dire qu'on a le 3e mois, le 2e mois et le dernier mois. Ça, c'est assez classique. Mais on a voulu être un peu plus fin dans la résolution en termes de temps. Et donc on a regardé la 4e et la 3e semaine, donc les 2 dernières semaines du dernier mois, si j'ose dire, la 2e semaine avant le décès, et la dernière semaine, les 7 derniers jours. Donc lorsque je vous dis il y a 20% de chimiothérapie dans le dernier mois de vie, c'est bien entre J0 et J-30. Et je ne suis pas le seul coupable, donc si vous avez des plaintes, s'il vous plaît, adressez-les d'abord à Régis Aubry. Et c'était important pour moi, parce que moi je suis un épidémiologiste et donc je ne suis pas ni un médecin de soins palliatifs, ni un oncologue. Et je n'ai pas l'habitude de travailler tout seul. Je trouve que savoir reconnaître ses propres limites, c'est en général le premier pas pour avancer quelque part. Et donc, j'ai vraiment voulu qu'il y ait ce travail avec Régis Aubry et Yvan Bossan, qui sont plutôt du côté des soins palliatifs, et puis Philippe Rochigneux, qui est CCA d'oncologie médicale à Paoli Calmette à Marseille, un très gros centre d'oncologie, dans l'hôpital de jour en particulier, Christophe Tournigan, qui est un oncologue digestif à Henri Mondor, et François Golvasseur, qui est un onco plutôt spécialisé autour du poumon à Paris à Cochin. On a inclus un demi-million de patients. Donc ce sont tous les gens, littéralement tous les adultes qui sont morts à l'hôpital d'un cancer pendant 4 ans. C'est la première fois qu'il y a une étude de cette taille-là. On perd 0,2% des patients parce qu'il y a des erreurs de schémage, etc. Pour faire simple, il y a 40% de femmes. Vous avez une distribution en termes d'âge qui, vous le voyez, fait la part belle aux personnes âgées, qu'on oublie systématiquement. Le cancer est d'abord une maladie du vieux. On a un peu tendance, quand on parle de traitement anticancéreux, puisqu'ils sont systématiquement mis à l'écart des essais thérapeutiques, on a un peu tendance à oublier cette réalité-là. Mais le cancer, c'est la maladie chronique du vieux. Avant l'hypertension, enfin, c'est la maladie chronique qui cause le plus de dégâts sur la santé des personnes âgées. Avant le diabète. Et c'est vrai que cette espèce de biais que moi j'avais, que j'ai encore un peu toujours, pensais que le cancer c'est d'abord une maladie de l'adulte, du jeune vieux si j'ose dire, mais en fait c'est pas vrai. Vous voyez que même si je prends les gens qui avaient 90 ans ou plus, ça représente déjà beaucoup de monde en fait. Et puis la répartition par cancer, un tiers dige, un cinquième respiratoire, 10% hémato, 7% sein. Et puis le reste, vous avez toutes les autres localisations. L'appareil gynécologique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré, pour éviter de se voir reprocher, ouais, mais vos patients décédés d'un cancer, si ça se trouve, ils avaient un cancer et ils sont morts d'un infarctus aigu du myocarde, et donc ils ont su de la chimiothérapie parce qu'on pouvait honnêtement et en toute bonne professionnalité pas prédire leur décès. On a dit, ok, on va se concentrer sur les patients qui avaient un cancer solide, avec des métastases à distance, diagnostiquées et répertoriées. Donc on s'est vraiment focalisé sur ceux
c'est ceux des patients que normalement on devrait un peu identifier comme étant en phase très avancée de leur maladie. Donc je vous l'ai dit, ce papier est désormais publié dans Annals of Oncology. Et ce que l'on voit, c'est que dans le 3e mois de vie, ou le 3e dernier mois de vie, on est à 30% d'utilisation de la chimiothérapie, ça descend un tout petit peu dans le 2e mois, vous voyez que ça reste relativement stable. Et puis ensuite, dans le dernier mois de vie, surprise, surprise, on retombe exactement sur le même chiffre que les études qui avaient été publiées auparavant. Contrairement à ce qu'on entend souvent, non, la France n'est pas pire que les autres pays développés, on n'est pas meilleur non plus, si j'ose dire. Et lorsqu'on regarde un petit peu de manière un peu plus fine, on s'aperçoit qu'il y a quand même une chute assez importante entre la première partie du dernier mois de vie et à mesure qu'on s'approche du décès. Mais tout de même, lors de la dernière semaine de vie, vous avez 7% des malades décédés à l'hôpital avec un cancer métastatique qui ont reçu une chimiothérapie paraplégique. Alors, une fois qu'on a ça, on trouve ça choquant, pas choquant, on trouve que ça colle avec les pratiques, on trouve qu'au contraire, c'est quand même pas tout à fait ce qu'on voit sur le terrain. Bon. Qu'est-ce qui explique que les gens reçoivent ou ne reçoivent pas de la chimiothérapie lorsqu'ils ont un cancer métastatique et qu'ils sont dans leur dernier mois de vie? On s'est dit, mes collègues étant de bons oncologues, on s'est dit, le premier facteur, c'est la chimiosensibilité supposée des cancers. C'est le taux de réponse du cancer métastatique à une ligne standard de chimiothérapie. Bon, on a regardé. Et donc on a classé aussi bien qu'on le pouvait. C'est pas facile quand on n'a pas l'histologie, on n'a pas la bio. On a donc fait un classement en s'appuyant sur la littérature, en allant des cancers réputés les moins chimiosensibles, le rein, le pancréas. Je vous rappelle qu'on est avant 2013. Le mélanome, par exemple, est là. Si on refaisait l'étude aujourd'hui, il serait déjà dans une catégorie différente. Les cancers modérément chimiosensibles, et puis les cancers qui, au contraire, ont la réputation de très bien répondre à la chimiothérapie. Cette classification, elle est sujette à discussion, elle est sujette à débat. On l'a beaucoup fait valider et revalider par pas mal d'oncologues médicaux. On pense que c'est raisonnable. Encore une fois, c'est ouvert à discussion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait un cancer du pancréas métastatique ou un cancer du testicule, donc quand même très chimiosensible, globalement, la probabilité de recevoir de la chimiothérapie, c'est un peu plus fort pour le testicule, mais vous voyez que si on se met, j'essaie de mettre la souris, le cancer du pancréas métastatique, vous êtes à 26% de chimiothérapie dans le dernier mois de vie. Le mélanome cutané, on est à l'époque où la dacarbazine est quasiment le seul outil thérapeutique disponible, on est aussi à 26%. Vous prenez les cancers ORL, on est à presque 30% de chimiothérapie dans le dernier mois de vie. Donc, à l'exception du cancer du testicule qui pousse un peu les faits, en fait, il n'y a aucune corrélation évidente entre la chimiosensibilité des différents sites tumoraux et la probabilité qu'on ait traité par chimiothérapie des patients. Donc, mauvaise pioche. Et vous voyez que si on regarde un autre indicateur, la proportion de patients qui ont démarré un traitement par chimiothérapie dans le dernier mois de vie, c'est pareil, il n'y a pas de corrélation qui saute aux yeux. Un patient avec, encore une fois, un cancer du pancréas a autant de chances de démarrer un traitement dans le dernier mois de vie qu'une patiente avec un cancer du sein métastatique. Et c'est là qu'il va y avoir des réactions. Deuxième facteur, est-ce que là où les patients sont morts, ça a un facteur explicatif? Bon, on se dit, alors là pour le coup c'est plutôt moi, épidémiologue, on se dit, on a des patients qui meurent dans des lieux de soins qui sont plus ou moins équipés pour fournir de la chimiothérapie. Dans des lieux de soins dans lesquels il y a plus ou moins de spécialistes médicaux, oncologues ou spécialistes d'organes, dont le travail c'est de proposer de la chimiothérapie. Il y a des hôpitaux, ou des types d'hôpitaux, dans lesquels on sait que les patients sont plus prompts à demander une poursuite des traitements plus longue. Admettons, c'est ce qu'on entend souvent. Donc on a dit, ok, on va regarder, on va détailler les CHU, les CH périphériques, les CLCC, les cliniques privées lucratives, etc. Alors là, on voit des différences importantes. Le trait rose, là, assuré, c'est le taux moyen, c'est la réalité pour l'ensemble des patients. Et vous voyez que selon que vous soyez mort, pas vous, mais dans un CHU, à chaque fois je dis ça à vous, mais non, pas vous, selon que la personne soit décédée dans un CHU ou dans un centre de lutte contre le cancer, la probabilité, le taux de chimiothérapie dans le dernier mois de vie passe de 19 à 34%. Alors après, encore une fois, je suis un biostatisticien aussi, donc je me dis, ok, mais c'est pas là où les gens sont morts, c'est qui ils sont.
Dans les CLCC, on doit avoir des patients avec des cancers qui sont plus traités. Il y a peut-être des gens plus jeunes, il y a peut-être des régions qui tirent un peu l'effet vers le haut. Vous voyez, la dernière semaine de vie, on est pareil. Eh bien non, une fois qu'on a ajusté pour le sexe, l'âge, la localisation, le stade, le nombre de jours passés à l'hôpital, le nombre de maladies chroniques, etc., eh ben, il y a des différences géographiques qu'on n'arrive pas à expliquer par des facteurs, entre guillemets, objectifs, des facteurs démographiques par exemple. Et il y a des variations entre types d'établissements qu'on n'explique pas. Le fait qu'un patient ou une patiente soit mort en CLCC, toutes choses égales par ailleurs, si j'ose dire, fait que les gens sont 40% de probabilité en plus de recevoir de la chimiothérapie comparé à un CHU. Or, les CHU sont aussi des centres très spécialisés, avec des spécialistes qui quand même sont des gens qui sont très spécialisés dans leur domaine et qui sont des fournisseurs de traitement. Et malgré le fait qu'on prenne une catégorie de comparaison qui soit quand même en termes de degré de spécialisation assez proche des CLCC, on a quand même un risque de 40%. Et qu'on n'arrive pas à expliquer, alors qu'on n'arrive pas à expliquer numériquement. Donc c'est une des discussions que je pense qu'on peut avoir, c'est sans vouloir pointer le doigt et penser que les gens sont des pervers ou des gens qui veulent mal faire, parce que ce n'est pas l'hypothèse que je fais, qu'est-ce qui peut expliquer que le fait d'être mort dans un hôpital plutôt qu'un autre modifie à ce point la probabilité d'avoir été traité dans la dernière minute. Et on a beaucoup discuté avec des gens de l'Institut Curie, avec des gens du centre Léon Bérard à Lyon, on va en discuter après, qui proposent des explications que je trouve intéressantes. C'était pour le cancer solide. Je fais vite, l'hémato. L'hémato, faut être ouvert d'esprit, disons. Parce que le taux de chimiothérapie dans le dernier mois de vie, on est à plus de 30%, transfusion sanguine on est à 48%, suppléance hémodynamique on est à 20%, nutrition artificielle à 18%, ventilation invasive on est à 17%. 17% des gens qui sont morts d'une hémopathie maligne ont été ventilés dans le dernier mois de vie, 20% sont morts en soins intensifs. Si vous comparez avec les cancers solides, vous voyez qu'il y a un réel effet de surtraitement. Cette question, ou ce graphe, il pose une question. Est-ce que c'est vraiment les hémopathies? Est-ce qu'on peut dire, comme on ne dirait jamais les cancers solides, parce que c'est des maladies qui sont quand même assez différentes, qui ont une trajectoire clinique, une trajectoire clinique assez différente, est-ce qu'on peut mettre toutes les hémopathies dans le même panier? La réponse des hématos, c'est non. Ils ne forment pas un groupe homogène. Et donc, on a regardé hémopathie par hémopathie. Et vous voyez que si on regarde la chimiothérapie, par exemple, vous avez des différences entre une leucémie aiguë et une leucémie myéloïde chronique de 21%. Le taux de chimiothérapie dans le dernier mois de vie, il y a un écart de 21%, ce qui est beaucoup. Alors pour la leucémie aiguë, elle porte bien son nom, la leucémie aiguë. On peut dire l'histoire naturelle de la maladie fait que probablement déterminer qu'un petit obstacle sur la route est en fait un obstacle bien plus gros que ça et que le patient est en famille, c'est assez compliqué. Leucémie lymphoïde chronique et leucémie myéloïde chronique, ça peut être une surprise, le fait que le patient est en phase très avancée de sa maladie et que le patient est objectivement en fin de vie. C'est possible. 20% de chimiothérapie ou 23% de chimiothérapie dans la leucémie lymphoïde chronique, ça ne peut pas ne pas poser de questions. On ne peut pas ne pas s'interroger. Ça ne veut pas dire qu'on fait mal. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre, est-ce qu'on est à l'aise avec un résultat comme ça? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on pense que les patients bénéficient de cette réalité-là? Est-ce qu'on pense que ça devrait être plus faible ou plus haut? En tout cas, il faut se poser des questions. Vous voyez que les décès en soins intensifs, c'est pareil. Si on regarde la leucémie myéloïde chronique, on est à presque 35% de décès en soins intensifs. Myélome multiple, qui sont des patients très âgés pour la plupart, on est à 20% de décès en soins intensifs. C'est beaucoup. À contre-courant. Parce que là, on a regardé des situations dans lesquelles, comparé à la littérature, moi, je pense qu'on est probablement, dans un certain nombre de cas, dans quelque chose qui relève d'une inadéquation entre les perspectives réelles que le patient a devant lui, surtout quand on sait qu'il est mort, et le bénéfice que le patient pouvait, ou que le prescripteur pouvait raisonnablement espérer d'un certain traitement. Je pense qu'il y a vraiment une question d'alignement des planètes et c'est comme ça qu'il faut réfléchir les choses. C'est pas de dire c'est trop, c'est pas assez, c'est bien, c'est pas bien, c'est de dire est-ce qu'on est dans quelque chose où l'alignement des planètes, on pense que ce serait difficile de faire mieux.
Je ne pense pas. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'il y a des différences, par exemple, entre départements géographiques. Je ne vois pas trop pourquoi dans un département, on a un taux à 10 ou à 15% de chimiothérapie dans le dernier mois de vie, et dans un autre département, toutes choses égales par ailleurs, on passe à 30. Donc ça voudrait dire que dans un cas, les gens sont complètement sous-traités et que vraiment il y a un problème d'accès aux soins, et que dans l'autre, tout serait normal, ou qu'au contraire, on aurait un truc de surtraitement scandaleux. Je crois qu'en fait, la vérité est comme souvent dans l'entre-deux, mais le fait qu'il y ait des disparités géographiques nous dit qu'il y a quelque chose là qu'il faut creuser. À contre-courant, est-ce qu'on n'a pas des situations dans lesquelles les chiffres nous laissent à penser qu'il y a peut-être une forme de sous-traitement, ou en tout cas de traitement inégal des patients? On a pris l'exemple des patients atteints de démence. Donc des patients qui sont morts avec un cancer métastatique, solide, et qui avaient des troubles cognitifs, une démence diagnostiquée. Pour faire ça, on a donc pris ceux qui avaient 65 ans ou plus, mis de côté les démences à onset précoce, et on a divisé, on a pris d'un côté les patients qui avaient un diagnostic de démence, vous voyez, ils sont 26 782, et de l'autre côté ceux qui n'avaient pas de diagnostic de démence. Chez ceux qui n'avaient pas de diagnostic de démence, on a aussi écarté ceux qui avaient des diagnostics qu'on retrouve encore dans le PMSI, c'est un petit côté années 70, mais de sénilité, parce qu'on s'est dit, si ça se trouve, ça, c'est les patients pour lesquels on a une suspicion forte et pour lesquels on n'ose pas mettre le diagnostic. Donc on les a écartés, et puis on a fait quelque chose de très classique en épidémiologie, on les a appariés, on a créé des couples. Pour chaque patient dément, d'un certain sexe, d'un certain âge, d'une certaine localisation et d'un certain type d'hôpital, eh ben on a mis un patient pas dément, qui avait le même sexe, le même âge, etc., etc., etc. Donc on a des patients qui, à l'exception du fait qu'ils sont déments ou pas déments, avaient des caractéristiques qui étaient les mêmes. En tout cas, c'est l'objectif. Et donc on a 2 fois 27 000 patients. Donc on a une cohorte appariée, c'est comme ça que ça s'appelle, d'à peu près 52 000 malades. Et quand on regarde démence en blanc versus non déments en vert ou je ne sais pas, en bleu pétrole, vous voyez qu'il y a des écarts énormes dans le taux de chimiothérapie en fin de vie, dans le taux de transfusion sanguine, dans la ventilation invasive, la dialyse, etc. Le seul truc pour lequel il n'y a pas de différence, alors moi ça, je trouve ça incroyable, c'est la nutrition artificielle, qui est le seul truc pour lequel on sait que justement la démence justifie de ne pas le faire. Alors ça, moi j'avoue que ça me scie quand même un peu. Pour tout le reste, on ne sait pas, et on voit des écarts, et là où on sait qu'il faudrait qu'il y ait un écart, on n'en voit pas, alors que c'est recommandé. Voilà. Et lorsqu'on ajuste, parce que là vous allez me dire, ouais, mais si ça se trouve, il y a d'autres paramètres, donc on a inclus tout ce qu'on avait, les comorbidités, la région, tout ce qu'on a trouvé qui pouvait expliquer l'écart, on l'a intégré dans ce qu'on appelle un modèle de régression. C'est un modèle mathématique qui vous dit, indépendamment de tout ce que l'on sait du malade, est-ce que le diagnostic de démence explique toujours une variation? C'est ça que ça explique, un odd ratio. Et donc ça vous dit, par exemple, si vous prenez le premier chiffre, là que j'essaye maladroitement d'entourer avec ma souris, 0,33, ça veut dire que pour chaque patient non dément qui a reçu une chimiothérapie, il y a 0,3 patients déments qui en a reçu. Donc en gros, le fait d'avoir une démence réduit de 70% la probabilité de recevoir une chimiothérapie. Vous pouvez voir ça comme ça. Encore une fois, c'est un travail qu'on a publié et qui, moi, je trouve, pose des questions intéressantes. Et notamment, je pense que Régis Aubry va y revenir, est-ce qu'on est capable cliniquement d'expliquer ça? Parce que l'une de nos hypothèses, c'est que chez les patients déments avec des troubles du comportement, on sait par avance qu'on ne sera pas en capacité d'évoluer la réduction du volume tumoral obtenue par une chimiothérapie. Et est-ce qu'on propose un traitement si on n'est pas capable d'en évaluer l'impact? C'est compliqué. Parce que mettre une chimiothérapie intraveineuse à un patient dément avec des troubles très avancés, ça peut être très compliqué, voire franchement maltraitant. Parce qu'il faut que ces patients aient un état nutritionnel, un état global suffisant pour tolérer la chimiothérapie. Tout ça pourrait l'expliquer. C'est beaucoup, 70% d'écart entre les deux. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'il y a peut-être, consciemment ou inconsciemment, quelque chose qui serait de l'ordre, je suis filmé donc je fais attention à ce que je dis, mais peut-être que le fait qu'un patient ait un cancer et une démence nous fait dire que le bénéfice en termes de qualité de vie ou de vie poursuivie est moindre que chez un patient non dément. On peut l'entendre, moi ça ne me choque pas trop ce genre de raisonnement, mais je vois aussi la limite de ce raisonnement-là. Est-ce que la valeur de la vie que l'on gagne avec une dose X de chimiothérapie doit être différenciée en fonction de si la personne a une démence ou pas? Ça pose une question de fond. Une question à laquelle, je suis très honnête, on ne peut pas répondre avec ces données-là.
c'est intéressant, je trouve ça intéressant d'avoir des chiffres, de pouvoir mettre le doigt sur des réalités, mais il faut aussi, encore une fois, que je fasse un peu de modestie. Les chiffres, ça mesure la part quantifiable de la vie qui nous entoure, ça mesure la part qu'on peut mettre en nombre. Or ça, c'est une toute petite partie de la vie qu'on mène. Vous et moi, on n'a jamais mesuré la tristesse ou mesuré l'amour, et pourtant, on sait très bien que ça existe. Et moi, avec mon étude, je viens juste apporter un éclairage sur cette toute petite partie de la réalité qu'on est capable de mettre en nombre. Mais je suis honnête, il y a aussi tout ce qu'on n'est pas capable et qu'on ne sera jamais capable de quantifier. Et tout ça, c'est là qu'il faut qu'il y ait la discussion entre nous. C'est quelle est la part de ce que je vous montre qui s'explique ou qui s'interprète à la lumière de choses qu'on ne pourra pas mesurer. Et que vous connaissez parce que c'est votre pratique clinique, que, à mon avis, le Dr Favier va aussi essayer de redétricoter. Mais, encore une fois, prenez bien tous ces chiffres comme quelque chose de finalement assez simple et d'assez limité dans son ambition. On mesure ce qui est mesurable. Et c'est pas beaucoup. Un petit point, l'accès aux services de soins palliatifs, qui est une autre focale de cette étude. Bon, c'est pas brillant. C'est pas brillant, encore une fois, j'essaie d'être poli parce qu'il y a la caméra, mais en 2013, on a 15% des malades avec une tumeur solide qui sont dans une unité de soins palliatifs. Alors, les unités de soins palliatifs n'ont pas vocation à accueillir tous les patients qui ont besoin de soins palliatifs. C'est des unités qui sont censées accueillir les patients les plus complexes. Donc 15% pour beaucoup quand même. Alors on fait des petits progrès. On a plus 3,2% de décès en unité de soins palliatifs. Là, clairement, comparé à d'autres pays européens, on n'est pas... On fanfaronne pas trop. Enfin, j'espère qu'on fanfaronne pas trop. Et puis l'hémopathie maligne. Alors là, c'est un mystère. Là, ce sont, pour beaucoup, des patients complexes. Ce sont des patients dont l'état de santé, mais surtout la trajectoire au cours du temps est très complexe, qui ont des besoins de traitement très complexes. Et on a 5% des malades qui décèdent en USP. Il me semble que ça indique qu'on a des progrès à faire. Et que les patients qui ne sont pas morts en USP, je suis assez curieux de savoir quel type d'accompagnement soins palliatifs on leur a proposé. Et alors là, pareil, des écarts géographiques. Vous vous en tirez plutôt bien, Bourgogne-Franche-Comté. C'est dans la moyenne. Vous voyez que dans le Nord et dans l'Île-de-France, ils ont fait un travail de création de structures et aussi de création de filières qui font qu'ils sont au double de la moyenne. Et puis on a, je ne vais pas les nommer, mais Pays de la Loire, 1,9% des patients à décéder d'un cancer sont morts en USP, 5% en Poitou-Charentes, 6% en centre. Encore une fois, est-ce qu'au nom de la justice sociale, on accepte que dans notre pays, que l'on habite à Amiens ou qu'on habite à Poitiers, la probabilité d'être dans un lieu dont on a besoin se passe de 1 à 5. Moi, ça me choque quand même assez. Et en conclusion, vous allez être contents, on est pile poil à la En conclusion, on est comme les autres, ni plus ni moins, pour ce qui concerne la chimiothérapie dans le dernier mois de vie. Donc on n'a ni à être particulièrement content, ni à être particulièrement alarmiste. Parce qu'on entend, moi qui ai un petit peu traîné mes guets dans le monde des soins palliatifs, on entend souvent des chiffres plus élevés circuler, 70%, ils meurent tous avec une chimiothérapie dans le bras, la veille, ils meurent avec la chimie. Donc non. Non. 20%, on peut regarder le verre au 4/5e plein, il y a 80% des malades avec un cancer métastatique qui ne sont pas morts avec une chimiothérapie dans le dernier mois de vie. Donc, 20%, c'est vraiment pas négligeable. C'est-à-dire qu'on a affaire à une réalité de masse, à une réalité qui concerne beaucoup de malades. Mais ce n'est pas la majorité, c'est loin d'être la majorité, et c'est globalement ce qu'on observe dans les autres pays. La deuxième chose, c'est que clairement, pour ce qui concerne les soins palliatifs, si l'un des indicateurs, c'est la proportion de patients complexes qui meurent en soins palliatifs, alors on n'est pas bon. Si à l'inverse, l'indicateur, c'est la proportion de patients qui ont besoin d'un accompagnement en unité de soins palliatifs, combien sont morts en USP, là je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce qu'on est dans un des derniers pays d'Europe qui n'a pas fait ce travail d'évaluer la proportion de gens avec un cancer qui ont besoin d'un accompagnement en soins palliatifs léger, modéré ou très lourd. Donc je ne peux pas vous répondre. J'espère que dans 10 ans on pourra faire ça, mais là je ne peux pas vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Lucas, tu disais que tu avais le bon rôle parce que tu n'étais pas médecin et parce que tu parlais des morts. Moi, je vais aussi essayer de me débrouiller pour avoir le bon rôle. Je vais
ne vais faire que de poser des questions. Ça évite d'y répondre. Mais je pense que c'est peut-être la vocation aussi de ce type d'études quantitatives, comme tu le dis, qui ne disent que ce qu'elles disent, mais qui le disent, et qui n'apportent pas des réponses, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments forcément compréhensifs des faits qui sont rapportés. Parce que ça serait, à mon avis, dangereux, hein, effectivement, mais tu en es bien gardé, de stigmatiser. En t'écoutant, je me disais finalement que celui qui est le principal intéressé dans cette affaire n'apparaissait pas tant que cela. Alors probablement parce qu'ils sont morts. C'est vrai d'ailleurs qu'on touche à une des difficultés de la recherche sur ces questions relatives à la fin de vie. Si on pouvait demander à ceux qui sont morts comment ils ont vécu la fin de leur existence, leur dernière semaine, leurs 15 derniers jours, leurs derniers mois, avec ou sans chimiothérapie, est-ce qu'on pouvait faire de la randomisation rétrospective, mais on n'en est pas encore, capable, ça serait bien. Mais du coup, comme on pourra quand même difficilement aller jusque là où il faudrait que nous puissions aller, je me demande s'il n'y a pas quelque chose que l'on pourrait faire ou que l'on devrait faire, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que l'on sait ce que le malade sait? Est-ce que l'on sait ce que le malade sait de ce que l'on sait? Je m'explique. Hein. Nous, on sait, je me situe à l'inverse de la façon dont on a mené cette étude. C'est-à-dire, a posteriori, on reprend les chiffres du PMSI, on remonte. Si cette fois on est dans la vraie vie, on est dans la position du médecin confronté à un patient qui est atteint d'un cancer métastatique. On est en France, dans un pays où l'on a un discours qui est très éthique, on a même des lois qui dégoulinent d'intentions éthiques, où l'on dit que rien ne peut se faire sans consentement éclairé. N'apparaît pas et ne peut pas apparaître, hein, c'est pas un reproche dans cette étude, la place qu'a eue la personne malade par rapport à l'accord qu'elle donne sur un traitement dont on sait qu'on ne sait pas ce qu'il donnera, dont on peut dire qu'on pense, se basant sur quelques études, qu'il donnera telle ou telle. J'aimerais bien, et je pense que nous y réfléchirons probablement dans la discussion tout à l'heure, que l'on réfléchisse à des études plutôt de nature qualitative ou compréhensive, plutôt de nature observationnelle, essayer de voir comment se construit cette décision de faire quelque chose dont on ne peut pas dire au moment où on va le décider que cela aboutira à ce que l'on espère, à ce que ça aboutisse, c'est-à-dire en termes de qualité de vie, d'amélioration de la réelle qualité de vie. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on discute. Et puis alors, il y a dans les chiffres ou les constats qui sont faits dans ces études, des questions qui restent en suspens, sur lesquelles probablement une partie des réponses seront données par notre collègue. Et c'est facile de poser des questions, hein, j'en suis bien conscient. Mais qu'est-ce qu'on cherchait donc lorsqu'on a introduit une chimiothérapie lors de la dernière semaine ou lors des 15 derniers jours de vie des patients? On doit se poser cette question. N'y voyez pas quelque chose d'assez pervers pour démontrer. C'est une question. A posteriori, ça apparaît insensé. A posteriori, et c'est bien a posteriori que ça apparaît de cette manière-là, et donc a priori, ça n'a pas dû être insensé, mais quand même, ça nécessiterait qu'on puisse rentrer plus en détail pour essayer de comprendre ce qui peut justifier cela. Vous nous expliquerez, je pense fort, puisque j'ai lu votre diaporama, je pense qu'il est nécessaire de nous éclairer sur la notion de chimiothérapie en phase palliative, la notion de chimiothérapie palliative. C'est absolument nécessaire et à mon avis, il faut que ça soit fait, mais ça va l'être. Ça va l'être. Moi, je suis un peu...
alors je reste interrogé, on verra, on poursuivra ces questions après en dialogue ensemble, je pense que c'est l'enjeu de cet après-midi. Je reviens quand même sur l'écart entre l'accès aux soins oncologiques vis-à-vis du cancer, entre patients atteints de détérioration cognitive et patients qui n'ont pas de détérioration cognitive. Sur le principe, et c'est bien sur le principe on ne comprendrait pas au plan éthique qu'il y ait une différence d'accès aux soins au seul motif que quelqu'un a une détérioration cognitive. Au nom de quoi quelqu'un qui est dément ne pourrait pas être soigné d'un cancer. Sur le principe, enfin peut-être d'ailleurs ça se discute, peut-être faut qu'on en discute. Alors probablement tu as déjà esquissé des hypothèses et des explications, j'imagine aussi combien faire des examens chez des patients qui ont des troubles cognitifs, et ces examens étant nécessaires, est extrêmement difficile, mais je me demande si ces patients arrivent chez le cancérologue, tout simplement. Hein, on pourrait dire, qu'est-ce que fout le cancérologue à ne pas soigner des gens qui n'ont pas de raison de ne pas être soignés, mais au fait, que savons-nous de la réalité du nombre de patients atteints de troubles cognitifs qui sont adressés à des cancérologues? À vrai dire, on sait qu'on ne sait pas. On sait qu'on ne le sait pas. Et le fait qu'on sache qu'on ne le sait pas est révélateur. Une espèce de vide ou de vacuité dans notre façon de réfléchir à la personne. Donc c'est comme un modèle de réflexion qu'il faudra que nous sachions investir, probablement par des travaux, plutôt on en a discuté ce matin, plutôt par des travaux de nature qualitative, pour essayer de comprendre, plutôt que d'être dans une espèce de jugement qui n'aurait pas de sens. C'est un fait, on constate ça. Puis alors, je suis surpris là en relisant ce matin les articles autour de cette question de la nutrition artificielle et de l'hydratation artificielle. Il y a vraiment quelque chose qui pour moi m'échappe complètement en termes de compréhension. Comment on explique une tendance à plutôt une augmentation de la nutrition et de l'hydratation artificielle en fin de vie, alors que cette augmentation semble corrélée à une diminution de la chimiothérapie? Qu'est-ce qui est poursuivi comme objectif? Quelle est l'intention de tout cela? Autrement dit, finalement, je conclue juste là pour l'instant, enfin, pas proportion de conclure d'ailleurs, mais je m'arrêterai là dans les questions. Je pense qu'il faudra que nous nous posions la question de comment se construit la décision de faire du moins mal possible en situation de telle incertitude chez des patients atteints de maladies évoluées. Et je pense que la réponse ne sera pas dans voilà ce qu'il est bon de faire avec l'évidence médecine, base médecine, etc., mais plutôt dans une approche organisationnelle pour aborder la complexité. Au plan de l'espace éthique, on insiste beaucoup sur l'intérêt qu'il y aurait à valoriser l'interdisciplinarité pour aborder, pour approcher du moins mal que l'on peut la décision en situation de très grande incertitude. Je m'aperçois pour y participer de temps en temps que, telles qu'elles sont organisées en France, les RCP ne permettent pas l'exercice du doute, ou très peu, me semble-t-il. L'exercice au sens où, comment on fait lorsqu'il y a autant d'arguments pour faire que d'arguments de ne pas faire, ce qui fait qu'on aboutit quand même à des logiques qui sont plutôt des logiques de l'action. Et ce qui veut dire que probablement, il faudra qu'on réfléchisse, alors on y reviendra, mais on en discutait rapidement tout à l'heure en termes de formation. Comment on peut apprendre en médecine à ne pas faire? Voilà. C'est peut-être un des actes les plus difficiles à réaliser, je pense, pour un médecin formé au sens du conditionnement, littéralement, à l'action. Comment peut-on aider un médecin en situation de confrontation à la question des limites du savoir, des limites de la vie? Comment peut-on l'aider à arriver à ce qu'une décision qui serait celle de ne pas faire soit prise alors que le médecin sait faire? On dit souvent qu'il y a un télescope, seul motif que l'on sait faire, on doit faire. Et je pense que c'est quelque chose qui méritera, non pas qu'on stigmatise quiconque, puisque ça serait totalement inutile, mais qu'on interroge la formation, alors en l'occurrence des cancérologues, puisqu'on parle de cancérologie, mais on aurait fait la même étude
autour des maladies neurodégénératives très évoluées et de l'approche thérapeutique. Ce qui s'est joué ces dernières années en matière d'oncologie, c'est-à-dire une poussée inédite dans la création de nouvelles molécules, tu l'as dit, va se passer, de mon point de vue, en neurologie dans la décennie qui vient. Et on commence à entrevoir l'impensé. C'est-à-dire qu'au motif que, par exemple, les greffes dans la maladie de Parkinson semblent une possibilité inespérée de prolonger l'espérance de vie des Parkinsoniens, on n'a pas pensé que ça pouvait générer autre chose, qui est pire que la réponse que nous contribuons parfois à notre corps défendant. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est pervers, donc ça c'est une certitude. Nous contribuons parfois dans ces situations extrêmes, et au seul motif qu'on fait sans réfléchir absolument à la question faut-il faire, nous contribuons à provoquer des situations de nature aporétique qui n'ont pas beaucoup de sens, qui disqualifient la notion de qualité de vie. Et je pense que nous aurons un travail important à faire. Alors je le dis d'autant plus que je suis un peu énervé là-dessus, du coup, là, depuis quelques jours, parce que dans le cadre de l'application, de la mise en œuvre de la réforme des études médicales, alors que l'on pousse depuis un moment à faire intégrer la notion de démarche palliative, culture palliative, à l'apprentissage, en l'occurrence de la cancérologie, alors qu'il serait important que, puisque nous repensons les études de tout le monde, mais des cancérologues en l'occurrence, on introduise l'apprentissage du questionnement de nature éthique et l'apprentissage du dialogue pour appréhender les décisions les moins mauvaises, il eût été utile que ceci soit accepté. Eh bien, vous pouvez regarder les maquettes du nouveau DES de cancérologie, rien n'y figure, malgré vos conseils. J'ai pu comprendre que vous étiez d'accord avec ce que je dis, donc ça n'est pas... mais c'est dire la dimension, comment dirais-je, une forme de déni d'une réalité à laquelle est pourtant confronté le médecin d'aujourd'hui. C'est-à-dire que plus la médecine progresse, plus elle génère des situations complexes, et c'est à la complexité qu'il faudrait qu'on se forme, et non pas à l'action qui conduit à ces complexités. Et je crois qu'il faudra, parce qu'on n'a pas de réponse, on n'aura pas de réponse simple aux questions complexes qui sont soulevées par le travail que présentait Lucas Morin et qu'a conduit Lucas Morin. Je pense qu'on aura des éléments de réponse. Ces éléments de réponse, ils passeront à la fois par la recherche et par la formation. Comprendre les chiffres qui sont donnés là, pour ne pas les considérer comme une fin en eux-mêmes, et puis développer une formation pour éviter de provoquer des situations qui vont poser question. Pour moi, ça me semble être un des enjeux majeurs. Et puis, j'insiste, et je termine vraiment là-dessus, j'insiste sur la nécessité qu'il y aura à observer aussi la façon dont se construit la prise de décision avec le principal intéressé, dont je vous rappelle qu'il est censé donner son accord éclairé à chacune des décisions que nous prenons. J'espère ne choquer personne en disant cela, nous sommes toujours embêtés en médecine quand un malade refuse qu'on lui propose, parce que quand on lui propose, c'est parce que ça nous apparaît pertinent. On est embêté qu'il le refuse, au point qu'on va trouver suspect que le malade refuse. On va souvent appeler le psy. On ne peut pas refuser quelque chose qui est... Par contre, aucune question ne se pose lorsque le malade accepte. Mais savons-nous ce qu'il accepte? Savons-nous la représentation qu'il a de ce qu'il accepte? D'autant plus que ce que nous savons, c'est que nous savons lui transmettre nos angoisses, nos propres représentations. Et il est possible, d'ailleurs probable, on en discutait tout à l'heure Lucas, que nos angoisses, à nous, les médecins, se nourrissent de celles des malades, et qu'inversement, les angoisses du malade se nourrissent des nôtres, et que face à l'angoisse, on peut avoir une façon d'agir qui est de baisser la tête et de marcher, de continuer à avancer. Et donc je pense qu'un des enjeux, ce sera de relever la tête et de dire, au fait, comment construisons-nous des bonnes décisions, ou des décisions qui ne sont pas mauvaises, en situation de très grande incertitude. Et j'appelle de mes voeux des travaux qui n'existent pas, ou peu, très peu, on recensait ça en discutant ce matin, très peu de travaux de nature compréhensive sont effectués actuellement pour aborder les questions qu'on aborde. Probablement parce que les travaux plus de nature qualitative ou épidémiologique tels qu'ils sont présentés là n'avaient pas été réalisés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas matière ou raison de s'appuyer sur ces travaux-là pour dire maintenant on va engager d'autres travaux de nature qualitative. Alors
devant un peu. C'est sûr que notre équipe de recherche travaille volontiers sur ces questions-là, mais ça n'a rien d'anormal que d'appeler à ce qu'on développe la recherche sur ces questions-là. À partir du moment où quelque chose n'apparaît pas évident et est complexe, ça appelle la recherche et la formation. Et je vais passer la parole à Laure Papier, comme le suggère Camorin. Merci beaucoup d'avoir supporté mes interrogations.